Bonjour. Alors la dernière fois, si vous vous rappelez, on s'était arrêté là sur les différentes manières de détecter une intrusion. On avait testé, on avait vu à peu près quelle est la réflexion derrière la création d'une signature avec un cas d'étude. Donc là, on va parler d'une deuxième manière de détecter les intrusions grâce à la détection d'anomalies. Qu'est-ce que c'est que la détection d'anomalies? C'est toute déviation d'une utilisation normale. Et voilà. Donc, en fait, comment ça va se passer? C'est on va voir quel est le trafic habituel, qu'est-ce qui se passe normalement dans ce réseau. Donc, le trafic habituel, le trafic entre guillemets normal. Et tout ce qui dévie de ce trafic va être considéré comme une anomalie. Et donc, toute anomalie est considérée comme une attaque. Donc, certaines anomalies peuvent être seulement des irrégularités dans l'utilisation du réseau. Et puis, on a aussi le problème des difficultés de créer un modèle minutieux d'un réseau normal. Et ce qui fait que finalement, euh, c'est quoi le trafic normal dans un réseau? Ça va être très dépendant du réseau lui-même. Donc, ça va être très dépendant du réseau lui-même, de ce qu'il y a comme service, euh, etc., etc. Et donc, pour pouvoir faire un modèle minutieux, ça va être assez compliqué. Et, et ce genre de modèle ne peut pas être fait, genre, il ne peut être fait que pour un réseau spécifique. Il ne peut pas être. C'est pas parce que vous avez fait un modèle pour un réseau que vous pouvez appliquer le même modèle sur un autre réseau. Car d'un réseau à un autre, d'un système à un autre, le trafic normal ne sera pas le même. Et on a la troisième manière, c'est la détection d'anomalies protocole. Alors, la détection d'anomalies protocole, elle va se baser sur les spécificités du protocole. Donc, ce sera quoi? On va identifier les failles spécifiques des protocoles TCP/IP dans le réseau et on va pouvoir euh, créer des modèles en utilisant les spécifications de ces protocoles, en d'autres termes, en utilisant les RFC. Ce qui va permettre de détecter la bonne utilisation dans les communications. Donc, ce qui est bien dans ce genre de technique, donc détection d'anomalies protocole, c'est que ça va utiliser un modèle simple et c'est plutôt le modèle, puisque c'est par rapport à un protocole en particulier, je peux très bien l'utiliser dans différents réseaux, puisque ça n'est pas spécifique au réseau, mais c'est plutôt spécifique au protocole en lui-même. Ce genre de détection d'anomalies protocole va permettre d'identifier des nouvelles attaques. Mais aussi, il va être plus facile à utiliser puisqu'il y a rarement des mises à jour de signature. Finalement, les protocoles qu'on utilise n'ont pas des mises à jour chaque année. Ça peut aller de chaque 10 ans, parfois chaque 5 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va être modifié très souvent. C'est quelque chose de plutôt périn sur le long terme. Les détecteurs d'anomalies protocoles sont différents des IDS traditionnels sur la présentation des alarmes. Donc, au lieu de dire, par exemple, il avait, comme dans la première fois, comme dans le cas d'étude, il avait le port SIN et fin qui sont à 1. Ici, la présentation va être différente. Il va dire que ça va
aller à l'encontre de cette spécification de la RFC patati patata. Donc, la meilleure manière de présenter des alarmes est d'expliquer quelle partie de l'état système a été compromis. Et donc, ils vont avoir besoin, la personne qui va opérer ce genre d'IDS va avoir besoin de connaissances approfondies dans la conception du protocole lui-même pour pouvoir comprendre ce qu'il en est et pour pouvoir les mettre en place. Cela résume les 3 différentes manières de détecter une intrusion, soit par signature, soit par détection d'anomalies, soit par détection d'anomalies protocole. Et une chose qu'il faut savoir, c'est ce que c'est que les vrais positifs, vrais négatifs, faux positifs, faux négatifs. Donc, quand il y a une alarme ou quand il n'y a pas une d'alarme, ça va dépendre. Donc, si on a une alarme et que cette alarme a été générée alors qu'il y avait bel et bien une intrusion, donc les conditions pour que l'alarme se déclenche existent, il y a une attaque et il y a une alarme, on appelle ça un vrai positif. Par contre, s'il y a eu une alarme, mais que les conditions pour qu'il y ait une alarme ne soient pas bonnes, en d'autres termes, qu'en fait, il n'y ait pas vraiment eu d'attaque. On appelle ça un faux positif. Donc, il y a une alarme, mais il n'y a pas d'attaque. Le vrai négatif, quant à lui, c'est quand on n'a pas d'alarme et qu'il n'y a pas d'attaque, donc forcément, c'est bon, tout va bien. Le faux négatif va être dans le cas où il n'y a pas d'alarme alors qu'il y a eu une attaque. Donc, généralement, ce qu'on veut avoir le plus, plutôt ce qu'on veut limiter au maximum, c'est les faux négatifs, parce que ça voudrait dire que des attaques vont passer sans être détectées. Et on veut aussi limiter les faux positifs. Parce que, pourquoi? Parce que quand on a beaucoup de faux positifs, on va se retrouver avec une fatigue de l'opérateur à vérifier toutes ces alarmes qui, pour certaines, sont fausses. Et donc, il devra quand même les vérifier parce que c'est une alarme. Et ça va lui donner plus de travail dans un cas où il y a déjà beaucoup de travail. Donc, généralement, ce qu'on veut avoir, c'est le moins de faux positifs et le moins de faux négatifs possible. Généralement, quand on a une attaque, quand il y a eu une intrusion, on va essayer de détecter les IOC, les indicateurs d'intrusion ou de compromission. Donc, dans les indicateurs d'intrusion, on a selon le type d'intrusion, où est-ce que l'intrusion s'est faite, on va avoir différents signaux, différents signes. Par exemple, si on parle d'intrusion système, on va pouvoir voir des modifications de fichiers de configuration. On va pouvoir trouver aussi parfois, selon ce qui va se faire, des vides ou des trous dans les fichiers de log et dans l'audit système. Donc, si on a des vides ou des trous, par exemple, si habituellement, de manière journalière, vous vous retrouvez avec des fichiers log habituellement de, je ne sais pas, 500 kilooctets et que un jour, vous vous retrouvez avec quelque chose de 300 kilooctets, alors que d'habitude, c'est toujours aux environs de 500, à un moment, vous allez dire, bah, il y a quelque chose qui cloche. Il faut voir pourquoi ce n'est pas autant que d'habitude, par exemple. Mais bon, il n'y a pas que ça. Vous pouvez voir comme quoi il y a des événements qui ont disparu. Enfin, il y a des choses qui manquent, des moments qui manquent. On peut aussi avoir des performances système qui vont devenir anormalement lentes.
un système qui va crasher ou rebooter de manière inhabituelle, ou qui va crasher ou rebooter de manière cyclique, plus souvent que d'habitude. Des logs courts ou incomplets, des logs contenant des permissions ou propriétaires incorrects. Donc, quand on va voir les permissions des fichiers log, on va voir qu'il y a eu des modifications sur ces permissions et sur qui a le droit de faire quoi, lecture, écriture et modification dans ces fichiers. Des logs manquants et même des processus inconnus. Alors, si on parle de tout ça, donc, par exemple, le système n'arrive pas à identifier un utilisateur valide ou il y a eu des modifications de logiciels système et de fichiers de configuration, les performances système qui diminuent drastiquement. Donc, quand on parlait de performance anormalement lente, on va se retrouver avec une consommation du temps CPU beaucoup plus importante que d'habitude. On peut aussi avoir des affichages anormaux de messages, pop-up ou autres qui vont être observés, et ainsi de suite. Bien sûr, quand on a ces éléments-là, on doit prendre en considération, finalement, on va se dire que ça, ce sont des premiers signes, des signes qui devraient nous pousser à approfondir nos recherches sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, ainsi de suite. Si on parle d'intrusion dans les fichiers système, donc qu'est-ce qu'on va retrouver? La présence de nouveaux fichiers. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en général? C'est on va observer les fichiers système d'abord, un premier cas, et identifier la présence de modifications, de nouveaux fichiers ou de programmes qui sont inconnus. Alors, même chose pour le précédent. Si on parle de processus inconnus, il faudrait d'abord connaître quelles sont la liste des processus qui est autorisée sur notre système. Hein. Donc, généralement, on fait une master list avant. La présence de nouveaux fichiers ou programmes inconnus, le changement de permission. Donc, si on trouve un nouveau programme ou un fichier inconnu dans le système, c'est qu'il y a probablement quelqu'un qui s'est introduit dans le système et donc il y a eu compromission. Lorsqu'un intrus a accès au système, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va généralement essayer d'augmenter ses privilèges pour avoir des accès administratifs. Donc, lorsque l'intrus obtient des privilèges administratifs, il peut très bien changer les permissions de fichiers et, par exemple, de lecture seule, passer vers lecture-écriture, par exemple. Des modifications de taille de fichiers qui sont inexpliquées. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui a travaillé sur un fichier, mais sans qu'il n'y ait personne qui ait travaillé sur quelque fichier que ce soit, la taille des fichiers augmente ou baisse, ce qui devrait être un indicateur. Des fichiers malveillants, donc on peut retrouver aussi des fichiers malveillants dans le système
donc qui ne correspondent pas à la master list qu'on a. Donc, pour rappel, on doit d'abord… En fait, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, quand on est sur un système nouveau, clean, qu'on vient d'installer, la première chose qu'on va faire, c'est créer des master lists pour chaque chose qui devrait être, qui sont importantes. Donc, master list des fichiers système, master list des processus, des logiciels qui sont autorisés, etc. Et ensuite, c'est sur cette master list qu'on va se reposer pour vérifier qu'est-ce qu'il y a. Alors, un instant. Ça lag pour tout le monde? Ça lag que pour Sohaib? Ok. Si ça lag pas pour tout le monde, tant mieux. Ah, même pour vous. Ok. Donc, la présence de fichiers SUID et SGID nocifs sur le système Linux qui ne correspondent pas à la master list, ou alors identifier des noms de fichiers inconnus dans des dossiers, dans les dossiers et qui incluent des fichiers exécutables avec des extensions étranges ou des doubles extensions. Des fichiers manquants aussi. En fait, sans tout ça, c'est aussi des signes d'intrusion ou d'attaque. Si on parle d'intrusion réseau, ce qu'on va retrouver, c'est par exemple un sondage répété de services disponibles sur une machine ou sur les machines, avec une augmentation de la consommation de la bande passante. Il faudrait, oui, mais il faudrait vérifier qu'il n'y ait pas un autre processus qui l'ait lancé et pourquoi ça a été lancé. Donc, oui, ça peut être un signe, effectivement. Ensuite, connexion d'emplacement inhabituel ou insolite. Imaginez que vous ayez un service web, un site web qui est censé avoir comme client que des personnes que des clients algériens. Donc à ce moment-là, avoir quelqu'un qui se connecte depuis une adresse IP qui vient d'autre part, par exemple, on va dire que de France, c'est pas insolite, il y a beaucoup d'Algériens en France, il y a beaucoup d'Algériens au Canada, mais imaginez en Chine ou en Russie, peut-être qu'en Russie, il y a quand même quelques Algériens, mais imaginez en Russie ou en Chine, il ne devrait pas y avoir beaucoup de personnes qui vont entendre parler de votre service, première des choses, donc de votre site web, et à quoi ça servirait. Donc, si vous avez quelqu'un qui se connecte, des requêtes de connexion venant d'adresses IP d'intervalles de réseaux qui sont qui n'ont pas lieu d'exister, eh ben, ça peut être une indication d'intrusion réseau. Mais par contre, si vos clients sont chinois, là, ce qui va être le plus insolite, c'est que vous ayez des gens d'autre part. Normalement, ça devrait être des gens de Chine ou autres. Des essais répétés de connexion à partir d'un autre distant et des données arbitraires dans les fichiers de log qui vont indiquer
qu'il y a eu une tentative de créer un DOS ou de crasher un service, donc de consommer la bande passante, soit grâce à un DOS ou grâce à un DDoS. Donc, on a plusieurs outils de détection d'intrusion et de vulnérabilité. L'un d'entre eux, c'est Snort. Donc, Snort, c'est quoi? C'est un IDS réseau, qui est un IDS réseau, mais logiciel, en temps réel et qui se base sur les signatures pour l'analyse du trafic et l'enregistrement des paquets IP du réseau. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Les paquets qui vont arriver, au niveau de Snort. Snort, il va les analyser, les vérifier par rapport à une base de règles. Et si certaines règles s'il y a une règle qui détecte le paquet, alors, selon la règle, selon l'action de la règle, mais on va dire comme quoi il va détecter et alerter en se basant sur ces règles. On pourra voir les règles beaucoup plus en détail en TP de cette semaine. Rappelez-moi demain matin de vous envoyer la liste de ceux qui ont TP ce jeudi. Et ne me le rappelez pas maintenant, ça ne sert à rien. Rappelez-moi ce soir. Donc, détecter. Donc, il est capable d'effectuer une analyse protocole et recherche les correspondances de contenu. Et peut être utilisé pour détecter une variété d'attaques et de sondages. Par exemple, les buffer overflow, le scan de port, le sondage SMB, et ainsi de suite. Ce n'est pas les règles qui manquent. Alors, il permet, en plus d'avoir une grande base de règles, il permet facilement de créer des règles pour les ajouter. Qu'est-ce qu'on va faire après? Qu'est-ce que l'IDS va faire après la détection d'une attaque? Donc, quand il y a eu détection d'attaque par un IDS, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ça dépend de comment vous avez configuré l'IDS. Dans certains cas, on peut le configurer de telle sorte à ce qu'il envoie une trappe SNMP au pare-feu pour que le pare-feu filtre l'adresse IP de l'intrus. Donc, ce qui va arrêter l'attaque directement. Donc, ce n'est pas l'IDS lui-même qui va l'arrêter, mais il va dire au pare-feu, bloque cette adresse IP. Il va aussi alerter l'utilisateur ou l'administrateur via soit un bip, soit un email, soit un SMS. Il va écrire une entrée dans l'event doc, dans les journaux, et envoyer une trappe SNMP à une console de gestion. Alors, la console de gestion, vous allez voir comme quoi on a différents types de consoles de gestion. Et ce qu'on va voir par la suite, enfin, je ne sais pas si on aura le temps de voir, puisque je crois qu'on a 2 semaines après les vacances, et que là, il nous reste 1, 2, 3. Donc, il nous reste 5 cours en tout, 5 séances, donc probablement qu'on aura le temps de voir. Donc, on pourra l'utiliser comme étant un des agents, enfin, un des agents qui va envoyer des informations à une plateforme SIEM. On verra les SIEM par la suite au courant de ce cours. Ensuite, enregistrer les informations de l'attaque, enfin aussi, pas ensuite. Il va enregistrer les informations de l'attaque avec un timestamp, donc pour dire à tel jour, à telle heure, il y a eu cette adresse IP donc l'adresse IP
de l'intrus, l'adresse IP, le numéro de port de la victime, les informations protocole, la règle qui a été violée ou qui a été qui a été violée. Et puis, il va aussi enregistrer un trace file des paquets. Donc, il va faire enregistrer les paquets des attaques enfin, pas que les paquets des attaques, mais il va enregistrer les paquets en binaire pour pouvoir les analyser par la suite. Il va aussi lancer un programme séparé pour gérer l'événement de l'attaque et il va, selon comment on le configure, il pourrait aussi terminer une session TCP en créant un paquet TCP fin ou RST pour forcer l'interruption de la connexion. Maintenant, c'est bien beau, mais en réalité, les IDS peuvent aussi être évadés. Alors, quand je dis ils peuvent aussi être évadés, ça ne veut pas dire qu'ils vont toujours, que quelle que soit la technique d'évasion, cette technique d'évasion fonctionne toujours. Non. Ça dépend de l'IDS, ça dépend de comment il a été configuré, etc. D'accord? Donc, on sait que plusieurs IDS utilisent l'IDS réseau utilise le pattern matching. Donc, la détection de signatures en utilisant des signatures. Le problème, c'est que ça voudrait dire que si on a un script d'attaque qui a une signature connue, on peut modifier ce script d'attaque pour modifier la signature. Et donc, si on modifie le script, on va éluder la règle, la signature. Et donc, il ne sera pas détecté par le NIDS. Donc, souvent, l'évasion d'IDS va se concentrer sur comment déjouer la signature qui correspond à cette attaque en altérant finalement l'apparence de l'attaque. Donc, on a différentes manières. On a ce qu'on appelle l'insertion, l'évasion, le déni de service, des attaques complexes, l'obfuscation, la désynchronisation post-connexion SYN, la désynchronisation pré-connexion SYN, la fragmentation et la découpe de session. En quoi consiste chacun d'entre eux? L'insertion, c'est un processus où l'attaquant va embrouiller l'IDS en le forçant à lire des paquets invalides connus, des paquets invalides. Donc en fait, l'IDS, s'il ne vérifie pas la validité du paquet et qu'il le considère directement, mais que la victime, en vérifiant le paquet, il se rend compte comme quoi c'est un paquet invalide et qu'il le jette, l'IDS ne sera plus capable de comprendre ce qui se passe. Il y a une coupure. OK, je répète. L'insertion est un processus où l'attaquant va embrouiller l'IDS en le forçant à lire des paquets invalides. Le paquet ne sera pas accepté par le système victime, le système auquel il est adressé. Si un paquet est mal formé ou s'il n'atteint pas sa destination, le paquet est invalide. Donc, l'IDS va lire un paquet invalide et ce qui veut dire que l'IDS va devenir confus. Exemple, si l'IDS est au saut 10 entre l'attaquant
Bedlo connexion. Ok, parfait. Peut-être que c'était moi, mais bon, finalement, c'est pas moi. Ok, c'est bon. Je continue. Donc, si l'IDS lit un paquet, imaginons que entre l'attaquant et la victime, il y ait 10 sauts HRA. Et que entre l'attaquant et l'IDS, il y en ait 9. Si l'attaquant a détecté où se trouve l'IDS, qu'il est au 9e saut, mais que la victime se trouve au 10e saut, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pouvoir créer des paquets où le TTL sera égal à 9 au lieu de 10 ou 11. Et ce qui veut dire que le paquet arrivera jusqu'à l'IDS réseau, mais il ne pourra pas arriver jusqu'à la machine victime. Donc la machine victime, pour elle, ce paquet n'a jamais existé. Pour l'IDS, par contre, ce paquet est un paquet qui fait partie du flux de paquets. Et donc, ça va le rendre confus pour ces détections. On a l'évasion. Alors, l'évasion, c'est un peu comme l'insertion, sauf que c'est l'inverse. Donc, une attaque d'évasion se produit lorsque l'IDS rejette un paquet que l'hôte auquel il est destiné l'accepte. Donc, une attaque d'évasion au niveau de la couche IP permet à l'attaquant de tenter une attaque arbitraire contre les autres sur un réseau sans que l'IDS ne se rende compte. Par exemple, lorsqu'un attaquant ouvre une connexion TCP avec un paquet de données, alors il faut savoir, je vais vous poser une question d'abord. Est-ce que je peux envoyer des données dans un paquet SYN, TCP SYN? Oui, effectivement, vous avez raison. Donc oui, on peut envoyer des données dans un paquet SYN, rien ne l'empêche. Maintenant, si l'IDS, donc si l'IDS n'accepte pas les données qui arrivent dans le paquet SYN et qui rejette les données, il considère comme quoi c'est un SYN, mais les données, il considère comme quoi ils n'existent pas. Mais quand c'est que le système de victime, lui, est un système qui accepte les données dans le paquet SYN. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, en tant qu'attaquant, je vais envoyer mes données d'attaque dans le paquet SYN. Et une fois que le handshake sera terminé, la victime va prendre en considération les données qui ont été envoyées dans le SYN. Tandis que l'IDS, lui, n'aura pas analysé les données qui y sont. C'est une manière d'évader, finalement, ça permet d'évader la détection de l'IDS. Alors, j'ai un exemple. J'ai un exemple pour ça. Il y a certains types d'implémentation de services DNS qui qu'ils autorisent la réception, enfin, qui envoient la requête quand on utilise le protocole TCP, qui envoie la requête dans le paquet SYN. Ce qui veut dire que ce qui va permettre d'accélérer la réponse, en fait. C'est pour ça qu'il l'envoie dans le paquet SYN. Problème, c'est que dans ce cas-là, l'IDS ne va pas prendre ça en considération. Et si vous avez mis quelque chose, une attaque à l'intérieur, eh ben voilà, l'IDS ne se sera pas rendu compte. On a aussi le déni de service. Donc, si on fait une attaque de déni de service contre l'IDS, l'IDS ne va plus pouvoir traiter le trafic
et donc il ne pourra plus faire d'analyse et des paquets, et donc il ne pourra plus détecter d'attaque, grosso modo. Les attaques complexes, qu'est-ce qu'on veut dire par une attaque complexe? En réalité, c'est un attaquant ici va utiliser diverses attaques, diverses procédures ensemble pour contourner l'IDS. Donc, pour bypasser l'IDS, par exemple, un intrus pourrait envoyer un paquet RST ou fin que le NIDS détecte, mais que le système cible ne détecte pas. Donc, ça fait croire au NIDS que la connexion est terminée, alors qu'elle est toujours ouverte. Et comme les connexions TCP utilisent des états, alors l'intrus peut attendre beaucoup de temps avant de reprendre l'attaque. La plupart des systèmes se déconnectent après un temps spécifique sans activité. L'intrus peut quand même causer une attente de plusieurs minutes avant de continuer. Voilà. Donc, pour l'IDS, il va croire comme quoi il y a eu des connexions, la session est terminée, donc les paquets qui vont venir après vont être Makashmnom, en d'autres termes, et ils vont être refusés par la victime, en réalité non, grosso modo. Alors l'obfuscation, c'est modifier le code de l'attaque ou le script d'attaque pour qu'il ne ressemble plus à ce qui est connu, donc à la signature de départ. On a aussi la désynchronisation post-connexion SYN. Alors la désynchronisation post-connexion SYN va être là pour tremper ou un sniffer ou un IDS. Donc l'attaquant, qu'est-ce qu'il va essayer? Il n'essaye pas de le tremper directement puisqu'il garde trace des nombres de séquences TCP. Mais pour que cette technique marche, l'attaque doit d'abord désynchroniser l'IDS. Donc il va désynchroniser l'IDS en envoyant un paquet de connexion SYN dans le flux de données. La victime, donc pas l'IDS, mais la machine cible, quand elle va recevoir ce SYN dans le flux de données, elle va l'ignorer parce que la référence du paquet, donc le numéro de séquence, est erroné et que c'est déjà une connexion qui est déjà établie. Donc, le but, c'est d'essayer de faire en sorte que l'IDS se resynchronise sur ce nouveau numéro de séquence pour finalement que le reste des paquets de l'attaquant puisse faire comme si de rien n'était. Et donc, s'il arrive à resynchroniser l'IDS avec